Je suis honorée et heureuse aujourd'hui de vous présenter au pied du palais de Chaillot, sous les auspices de l'Association française pour les Nations Unies, et bien quelques mots dans l'optique de célébrer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mon propos aujourd'hui sera en quelque sorte de vous démontrer à quel point la Déclaration universelle des droits de l'homme a résonné hors les murs des Nations Unies. Si on se réfère à son préambule, que l'on doit lire d'ailleurs de façon combinée avec l'article 55 alinéa C de la Charte des Nations Unies, eh bien on se rend compte que les auteurs de la déclaration incitaient ardemment les États membres à évidemment respecter les droits et libertés qu'elle proclamait, ainsi que mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour qu'elles soient reconnues à l'échelle universelle. Eh bien c'est ce fabuleux destin en quelque sorte de la Déclaration universelle des droits de l'homme que je vais vous présenter. Alors bien sûr, des mesures concrètes et imposantes ont été prises à l'échelle internationale. La simple concrétisation conventionnelle de la déclaration à travers l'adoption des pactes de 1966 le démontre. Mais l'histoire, à cet égard, est assez bien connue. Ce que je veux plutôt vous montrer, c'est à quel point l'ancrage de la Déclaration universelle s'est fait tant dans le champ régional de la protection des droits de l'homme que dans le champ constitutionnel. À l'échelle régionale, vous n'êtes pas sans savoir que 3 beaux textes de protection des droits en Europe, en Afrique et en Amérique latine ont été adoptés. Et dans ce cadre, chacun de ces textes fait mention à la déclaration. La Convention, tout d'abord, bien sûr, dans son préambule, à 3 considérants précis, mentionne la déclaration et manifeste la volonté des États européens de reconnaître et de mettre en œuvre certains des droits consacrés par la Déclaration universelle. Alors cette expression « certains des droits », il faut la comprendre, car le contexte historique de l'adoption de la Déclaration, plutôt de la Convention, explique qu'à l'époque, les États européens n'ont consacré que des droits civils et politiques, et oubliant quelque peu, de façon délibérée, les droits économiques, sociaux et culturels. Mais il ne reste pas moins que, ultérieurement, la Cour européenne, dans le cadre de sa jurisprudence, a comblé par la voie prétorienne cette lacune. Si on se réfère maintenant à la Convention américaine des droits de l'homme, le fameux pacte de San José adopté en 1969, et bien là aussi, le préambule de la Convention américaine se réfère à la Déclaration universelle de façon d'ailleurs quelque peu lyrique, en considérant que la Convention américaine devait prendre très au sérieux non seulement les droits civils et politiques, mais également les droits économiques et sociaux. Autrement dit, l'indivisibilité des droits que la Déclaration universelle a portée de façon très importante est au cœur du texte interaméricain des droits de l'homme. Et il n'est pas inintéressant ici de souligner que la Cour interaméricaine, dans sa jurisprudence, au quotidien, prend très au sérieux cette indivisibilité des droits, considérant que droits civils et politiques, droits économiques et sociaux étaient tout aussi importants. Et je tiens à cet égard à mentionner un arrêt emblématique de cette approche, l'arrêt Lagos del Campo contre Pérou d'août 2017. Si on change de continent et si on arrive sur le continent noir, eh bien la Charte africaine des droits et devoirs de l'homme et des peuples, adoptée, nous le savons, en 1981 à Nairobi grâce à l'habilité technique du grand juriste sénégalais Kéba Mbaye et de l'habilité politique du président poète qui était Léopold Sédar Senghor, eh bien on se rend compte que ce texte aussi très puissant mentionne dès son préambule la Déclaration universelle incitant les États africains à coopérer comme la Déclaration et la Charte des Nations Unies les encourageaient à le faire. Mais la Charte africaine, là encore, va plus loin que ces textes, les textes qui les devançaient, en mentionnant la Déclaration universelle comme un texte interprétatif. Autrement dit, la Déclaration universelle, quand on regarde l'article 60 de la Charte, doit être considérée comme une des sources extérieures au système africain, mais qui devra être prise en considération très sérieusement par les organes de protection, tant la Commission que la Cour africaine, pour mieux interpréter les droits, devoirs et libertés consacrés dans la Charte africaine. Alors ici, il y a une spécificité très
très intéressante dans l'univers des mécanismes de protection, puisque la déclaration devient un étendard, en quelque sorte, interprétatif. Et cela me permet de faire le lien avec les systèmes constitutionnels. Les systèmes constitutionnels internes, quels que soient les continents, ont également pris très au sérieux la Déclaration universelle, en Europe, en Amérique latine, en Afrique, mais également, dans une certaine mesure, en Asie. Démarrons à partir du continent européen et examinons rapidement, bien sûr, quelques constitutions européennes. Si on regarde les constitutions modernes adoptées à la suite d'époques et de périodes autoritaires, comme la constitution espagnole de 1978, ou la constitution portugaise qui l'a précédée des 2 ans, 1976, ou encore la constitution roumaine de 1991, eh bien chacune de ces constitutions détiennent un article spécifique, ce que l'on appelle communément une clause d'ouverture, une clause d'interprétation, qui permet aux juges constitutionnels de ces pays d'interpréter leurs droits fondamentaux à l'aune de plusieurs textes internationaux et notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà qu'elle est constitutionnalisée dans certains pays. Tournons-nous vers l'Amérique latine et examinons une constitution parmi d'autres. La constitution péruvienne de 1993 fait exactement la même chose et aborde la même approche à la 4e disposition transitoire du texte constitutionnel péruvien. L'Afrique, qui a connu un mouvement de libéralisation fort, évidemment en 1960, mais surtout dans les années 90, où un mouvement constitutionnel libéral a saisi le continent noir, eh bien, beaucoup de constitutions africaines mentionnent dans leur préambule, je pense à la constitution sénégalaise, encore béninoise, camerounaise, la Déclaration universelle, sachant que le préambule dans beaucoup de constitutions africaines est considéré comme faisant partie intégrante de la Constitution. Alors ce petit tour d'horizon, bien sûr non exhaustif et rapide, aura juste eu une ambition, c'est de montrer à quel point l'ancrage régional, constitutionnel de la Déclaration universelle est une réalité absolument exceptionnelle, que l'invitation pressante des auteurs de la Déclaration, qu'ils avaient souligné dans le préambule, à savoir que les États prennent au sérieux, appliquent les droits, les respectent, mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires pour que l'universalité puisse prédominer, cette ardente obligation a été prise en compte par les États, qu'ils agissent dans le cadre des systèmes régionaux de protection ou qu'ils agissent dans le cadre de processus constituants. Et je finirai mon intervention en vous disant quelques mots et en posant une question. Cette grande destinée de la déclaration montre qu'elle est formidablement universelle. Et cela permet d'abattre, de mettre à l'écart une des grandes critiques adressées par certains à la déclaration. Elle ne serait que la représentation de valeurs dites occidentales. Alors si c'était vraiment le cas, pourquoi des États en Afrique, en Amérique latine, pourquoi certains juges suprêmes en Australie, en Inde, la prennent au sérieux au point d'en faire un référent interprétatif? Poser la question, c'est en quelque sorte y répondre.